Merci, cher ami, monsieur le professeur, monsieur le président, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le sujet que je traite, c'est celui du terrorisme, le financement de terrorisme, l'argent, les services secrets, et je me tiendrai à un cas très particulier qui est celui de la CIA américaine et du Qatar. Un sujet avec des éléments que je révélerai compte tenu de mon expérience personnelle et puis mes contacts dans cette région particulière du monde. En fait, au-delà même du terrorisme, moi je dirais que le terrorisme est un moyen parmi d'autres moyens pour arriver à faire réussir des projets politiques. Des moyens parmi d'autres, vous avez ce qu'on appelle le soft et le hard power, ce que les Anglais appellent. Le soft power qui traîne la propagande. Nous avons vu actuellement dans les mouvements, ce qu'on appelle pour moi, c'est les mouvements révolutionnaires, qui se fondent sur la religion, sur l'islam, entre autres. C'est les prêches. Vous avez également les think tanks, les groupes de réflexion. Vous avez également les campagnes qui sont faites par certaines personnes auprès de personnalités, des voyages, etc. Mais vous avez également ce que j'appelle le hard power, autrement dit, des opérations sur le terrain. Ces opérations, ce que j'appelle plutôt plus des opérations terroristes que des actes, pour la simple raison qu'il s'agit d'un travail qui est méticuleusement préparé en vue de faire éclater une situation et parvenir à la réalisation du projet politique escompté. Car encore une fois, et là je reviens sur la notion du terrorisme, il y a deux objectifs principaux pour le terrorisme, c'est soit exercer une pression sur un pays ou sur un groupe politique, ou bien, et c'est le cas que nous vivons la plupart du temps de manière planétaire, c'est créer une certaine tension, c'est secouer l'opinion publique pour faire déclencher une situation escomptée qui est préalablement préparée par l'intermédiaire des éléments qui sont du soft power et qui sont des moyens de propagande gigantesques qui demandent d'un financement également gigantesque. Et comme il s'agit d'un travail qui est fait, qui est opéré la plupart du temps par des services secrets pour pouvoir réussir cet objet-là, on voit des exemples qui se multiplient dans le monde, il faut le faire comme à la méthode des services secrets, d'une manière discrète, diversifiée, pour éviter, écarter, éloigner tout soupçon. Nous nous souvenons tout à l'heure, quand il y a eu une intervention, quand on a parlé, on a fait référence à certains actes, notamment qui sont liés à l'opération Cyclone, qui est celle que nous connaissons tous de l'Afghanistan, qui a permis non seulement la création donc des Moudjahidines, mais également la création de ce qu'on appelle cette multinationale internationale de terroristes qui est devenue Al-Qaïda. Encore le facteur qui était le plus intelligent pour écarter, éloigner tout soupçon, c'est attaquer le territoire, par exemple, parce que comme je parle de la CIA, je me tiendrai à l'exemple de la CIA, attaquer le territoire américain pour écarter tout soupçon de la participation, de l'implication des services américains dans une attaque qui se fait sur le territoire américain, et comme ça on coupe toute logique à cette opération-là. Donc des opérations, des moyens qui doivent être faits de la même manière, un financement qui doit être fait de la même manière, d'une manière intelligente, diversité, écarté, éloigné de la source des gens qui font ce qu'on appelle dans le jargon des services secrets de l'opérationnel. Pour cela, ce qu'il faut rappeler, expliquer les moyens de financement des services, autrement dit, dans le cas de mon sujet, de la CIA, et dans un deuxième temps, j'expliquerai les liens entre la CIA et le Qatar dans ce cas pratique que je vais vous exposer. Donc, financement des services secrets en général et de la CIA en particulier. Et là, il y a deux types de financement. Vous avez ce qu'on appelle le financement, je dirais, officiel et public. Et ce financement vient la plupart du temps soit du Parlement, pour d'autres services secrets. Dans le cas de la CIA, ça vient du Congrès
ou bien du gouvernement, mais dans certains cas, selon en fait le droit constitutionnel américain, ça vient de bills of precedence, c'est-à-dire des décisions particulières qui sont prises par le président. Là, nous avons le schéma le plus classique, le plus simple pour le financement officiel, clair, net et précis des opérations de la CIA. Mais dans ce cadre-là de financement officiel et public des services américains, il y a eu des moyens détournés de la part de la CIA pour obtenir des sommes beaucoup plus importantes que les sommes qui sont allouées par, je dirais, les voies juridiques normales. Autrement dit, dans les années 90, et là ce sont des exemples concrets, la CIA américaine avait besoin de plus d'argent pour pouvoir financer ses opérations aussi bien du soft que du hard power pour déstabiliser l'Irak et la Syrie. Et à l'époque, je vous donne que deux exemples dont j'ai eu connaissance, c'était l'affaire Chalabi par exemple, ou bien le fils de mon ami Nihad Gadri, qui étaient tous les deux considérés comme des moyens potentiels pour pouvoir déstabiliser le régime ou l'État irakien et l'État syrien. Il était procédé, et là j'ai les chiffres, je vous donne 80 millions de dollars qui devaient être votés par le Congrès pour aider les organisations Chalabi et de Gadri, et je vous parle des années 90 pour vous dire à quel moment est-ce que les services américains ont pensé à déstabiliser ces deux États. Eh bien, utiliser que 2 ou 3 millions pour financer les organisations Chalabi et les organisations de M. Gadri, et le reste était redistribué, et il y avait une rétrocession en quelque sorte de ces institutions sur des comptes numériques pour la CIA américaine qui se trouve à Delaware. Cela va nous permettre de mieux comprendre les autres sources de financement des services secrets, en particulier des États-Unis et de la CIA, qui sont les sources qu'on appelle propres, ou bien les sources, je dirais, occultes des services secrets auxquels ont recours non seulement les services américains d'ailleurs, mais d'autres services dans le monde, que ce soit à l'époque le KGB ou actuellement des services en fait en Europe, des services au Pakistan, etc., dans tout le monde. Alors, ces moyens propres, ou bien ces sources propres et ces sources cachées sont pour la plupart du temps soit certaines activités licites, mais il y a d'autres activités, et là, ce sont les activités illicites, telles que le commerce et le trafic de drogue. Trafic de drogue, commerce de drogue, on le sait très bien, c'était le fameux, ce qu'on appelle opération du syndicat Lansky. Syndicat Lansky, du nom donc de son fondateur, de son créateur, Lansky, qui permettait en fait d'avoir ces sommes colossales dont bénéficiaient les services américains, la CIA américaine. De quoi s'agissait-il? C'était un réseau pyramidal. Autrement dit, vous avez tout d'abord le fait de pouvoir aider pour la plantation, la récolte, et puis après la fabrication, par exemple, de l'opium, la transformation de l'opium en héroïne, et puis le fait de le faire entrer sur les territoires, aussi bien les territoires américains que d'ailleurs les territoires en Europe, la France, l'Angleterre et puis les autres. Les services secrets faisaient par l'intermédiaire de cette structure, de ces réseaux, distribuaient, vendaient de la drogue, ils avaient leurs distributeurs, ils avaient, si vous voulez, également leurs dealers, ce qu'on appelle, pour pouvoir ramasser de l'argent qui était et qui l'est toujours d'ailleurs, blanchi dans des banques, déplacées, et puis avec des sociétés écrans qui sont cotées à la bourse. Alors, il y a eu également un rapport qui était assez important, qui est assez intéressant, de Frédéric Hitch aux États-Unis, qui a révélé l'implication d'hommes politiques américains. Nous vous souvenons tous également de l'affaire des contrats. L'affaire des contrats, on a appelé après cela, vous savez, le Iran Gate,
où nous avons vu la corrélation des services secrets avec les cartels de la drogue. Nous avons vu également comment est-ce que le Air America, qui était quand même une société écran qui appartenait à la CIA américaine et qui permettait le transport de la drogue de l'Amérique du Sud vers les États-Unis pour pouvoir l'écouler, pour pouvoir la vendre sur le territoire américain. Alors, cela se faisait avec l'Amérique latine, certes, mais également dans un autre endroit du monde, ce qu'on appelle le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est l'Asie centrale, c'est-à-dire l'Afghanistan, et où quand même il y a eu un financement, un double financement d'ailleurs, financement tout d'abord par l'intermédiaire donc du Pakistan, qui est le pays voisin donc de l'Afghanistan, mais également de l'Arabie Saoudite par l'intermédiaire de Tim Osman, qui était impliqué, Tim Osman, qui était un agent de la CIA, qui n'est autre que Oussama Ben Laden, agent de la CIA américaine. Donc, et si on regarde les rapports sur la drogue, l'implantation de la drogue en Afghanistan, on voit comment il y a eu une croissance de la plantation, mais également de la fabrication, de la transformation de l'opium en héroïne, et comment ça a été vendu par l'intermédiaire du Pakistan, redistribué par des réseaux en France, distribué également par des réseaux aux États-Unis, ce qui rapportait des sommes colossales aux services secrets américains, notamment la CIA américaine. Donc, un argent colossal, énorme, qui va être à la disposition de la CIA. Pour la plupart du temps, cela se trouve dans des sociétés écrans qui se trouvent au Delaware. Un argent qui est également placé, je passe le détail parce qu'il y a toute une littérature qui a été faite autour de certaines affaires qui ont été dévoilées lors des investigations des prosecutors, autrement dit des procureurs américains, parce que le système américain, c'est les procureurs qui font des investigations, et c'est là où on a découvert les moyens qui sont utilisés par les services pour faire un argent fou. On a fait participer, par exemple, des appareils de l'État tels que des avions américains qui ont été coloriés en vert pour pouvoir démontrer que c'était des avions d'appareils donc forestiers et qui permettaient le transport, qui permettaient la vente de la drogue et qui apportaient des sommes colossales. Or, et la deuxième partie de mon sujet, c'est comment est-ce que cet argent va pouvoir aider au financement de projets politiques. Je parle de projets encore parce que tout le monde, tous les politiques, toutes les institutions politiques, tous les partis politiques, tous les hommes politiques, tous les États ont des projets. La France a un projet politique comme l'Angleterre, comme les États-Unis et comme la Russie. Et ce projet, qui est celui de la destruction des institutions étatiques, non seulement, par exemple, de créer le chaos au Proche et au Moyen-Orient, mais également en Europe et en France, quand on voit, par exemple, le financement dans les banlieues, les prêches, cet argent qui est utilisé pour le soft power, qui a cet objectif de créer ce marasme, cette situation chaotique, et ces différentes guerres. D'ailleurs, le terrorisme, comme je le disais au début, qui est l'un des moyens utilisés parmi d'autres pour arriver à cette fin, pour réaliser ce projet politique, ont besoin d'un argent colossal. Et cet argent doit être, les sources de cet argent, de ce financement, doivent être faites d'une manière la plus discrète possible, la plus diversifiée, et un moyen pour éviter tout soupçon sur l'origine de ces fonds. Dans la guerre, par exemple, au Proche et au Moyen-Orient, la guerre, c'est surtout dans ce printemps arabe, ce qu'on a fait, on a donné une pelle aux pays arabes pour que les Arabes creusent par eux-mêmes leur propre tombe. Et aujourd'hui, on vous dit, l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui finance le terrorisme, qui finance toutes ces opérations, certes, mais je vais vous dire, mais ce qu'il faut voir les choses aussi sur le terrain. Il y a des corrélations politiques, il faut voir les raisons qui sont là, mais ce qu'il faut également voir les liens qui se trouvent entre ces services et les services secrets américains. Comme vous le savez, nous le savons tous, l'Arabie Saoudite est liée
aux États-Unis est coincé par le fameux traité de Quincy, c'est le cas de le dire, mais le Qatar est encore plus particulier. Le Qatar est plus particulier parce que c'est un pays, certes, qui est très riche et qui a des moyens, mais qui avait besoin d'une chose qui était assez importante, c'est de concurrencer l'Arabie Saoudite. Depuis l'arrivée au pouvoir du prince Hamad al-Thani, Ben Khalifa al-Thani, qui fait un coup d'État contre son père, qui avait fait ses études en Angleterre, il a bénéficié de relations privilégiées avec la CIA américaine, qui lui a permis de conquérir le pouvoir et en même temps construire de son État un empire qui concurrence l'Arabie Saoudite et qui va pouvoir avoir une influence politique régionale, voire également mondiale. Il va signer d'ailleurs avec les Américains en 2001, il va négocier en 2001, il le signera en fin 2001, début 2002, un pacte, un traité qui va permettre aux Américains de construire la base américaine la plus importante des Américains à l'extérieur du territoire américain. Troisième chose, les Américains vont l'aider à créer une chaîne, la chaîne de télévision, la fameuse chaîne Al Jazeera, qui, elle, va faire le meilleur travail à une époque qui est bien particulière, c'était dans les années 90, qui est celle de la manipulation de l'opinion publique avec l'islamisation de la société arabo-musulmane, qui va obtenir également des sommes assez importantes, colossales, et à partir de là, le Qatar va devenir en même temps un pays, je dirais, qui est l'un des bras droits des États-Unis d'Amérique et qui va être lié de ce fait au service américain. Et il va être, comme l'Arabie Saoudite, coincé sous cette emprise américaine pour pouvoir asseoir et sauvegarder sa position politique aussi bien au Proche, au Moyen-Orient, mais que dans le monde aussi, obligé de céder à la pression des États-Unis. Donc, d'une part, effectivement, le Qatar est obligé de financer, d'acheter, et certes, nous allons voir qu'il y a des achats qui ont été faits par Paris Saint-Germain, en Angleterre et puis dans le monde. Mais si nous calculons bien, on voit que les moyens, ce qu'on attribue comme moyens de financement qui proviennent du Qatar, sont beaucoup, c'est 3 fois plus important que le revenu annuel du Qatar. D'où viennent, en fait, ces autres sommes qui sont attribuées au Qatar? Eh bien, il y a une loi qui date des années 2000, qui permet, début 2000, 2002 ou 2003, qui permet la création des sociétés dont les parts sont détenues, certes officiellement par des Qataris, mais ce ne sont que ce qu'on appelle des porteurs, en anglais nominees, où les bénéficiaires économiques réels de ces sociétés peuvent être des sociétés étrangères. Autrement dit, ce sont ces sociétés des services secrets américains de la CIA, les sociétés écrans que tout le monde connaît maintenant aux États-Unis et qui ont pignon sur rue, qui peuvent être détentrices de parts au sein de sociétés de droit qatari et qui bénéficient de sommes et de comptes bancaires qui se trouvent au Qatar et qui payent de l'argent à un certain Bernard-Henri Lévy pour pouvoir financer certaines banlieues et qui peuvent également aider pour payer des prêches par des faux, je dirais mollahs, qui viennent pour enseigner des théories révolutionnaires, pour créer le chaos, pour semer les zizanies, pour mettre les uns contre les autres, comme ils l'ont fait en Afghanistan, comme ils l'ont fait pour essayer de créer des tensions dans d'autres pays du monde, en expérimentant certains facteurs religieux notamment, ou économiques, et bien à partir de là, et de créer la tension et la guerre, en essayant donc de faire endosser cela par ces pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar. À l'époque on parlait, et on continue d'ailleurs de temps en temps dire aussi l'Iran, on parle également, on accuse la Turquie, on parle également, on accuse d'autres. Regardez ce que les Arabes sont en train de faire, et tout cela, dans ce cas-là, il faut avoir une vision réelle des choses.
en allant beaucoup plus loin, en examinant ces comptes, qui se trouvent derrière ces sociétés, qui sont les réels bénéficiaires de ces sociétés, mais également, et la question qui doit se poser, à qui profite ce crime? Je vous remercie.